Préface à la logique et aux catégories d'Aristote par Jules Barthélemy Saint-Hilaire suite. Mais les mots n'ont-ils qu'à exprimer les substances individuelles, qu'à exprimer des espèces ou des genres? Il n'y a bien dans la réalité que des individus et des espèces ou genres. Mais ces individus en soi et pour soi n'existent pas seulement. Ils existent sous certaines conditions. Leur existence se produit sous certaines modifications que les mots expriment aussi, tout comme ils expriment l'existence absolue. Ces nouvelles classes de mots formeront les autres catégories qui seront à la première à celle de la substance dans le rapport même où les modifications sont à l'individu modifié. Sans la catégorie de la substance, les autres ne sont pas, non plus que sans les individus, il n'y a point de modification, ou comme nous dirions aujourd'hui, point de phénomène sans sujet. La substance ne peut être considérée comme un accident de l'être. Elle s'identifie avec lui. Les autres catégories, au contraire, ne sont que des accidents. Les accidents de l'être ne sauraient être sans lui, mais ils ne se confondent pas avec lui. Ces modifications, ces accidents de l'individu sont au nombre de 9. Aristote n'en reconnaît pas davantage. Après la substance, après la notion d'existence substantielle, ce que l'esprit observe dans l'être, c'est sa quantité, car il n'y a pas d'être sans quantité. La quantité sera donc la seconde des catégories et les mots qu'il exprime formeront la seconde classe générale des attributions. La troisième sera celle des mots qui expriment la relation, c'est-à-dire le point de vue où l'esprit considère l'être en tant qu'il n'est ce qu'il est que par rapport à un autre. La quatrième sera celle de la qualité. Et viendront à la suite et par ordre le lieu, le temps, la situation, l'état, l'action et enfin la passion. Voilà donc les 10 catégories, les 10 seules attributions possibles. Par la première, on nomme les individus, sans faire plus que les nommer. Par les autres, on les qualifie. On dit d'abord ce qu'est l'individu et ensuite quel il est. Ce sont là, bien qu'à un autre point de vue, les deux grandes catégories de Descartes, l'absolu et le relatif. Confère règle pour la direction de l'esprit, règle 6. On comprend maintenant pourquoi les catégories ne peuvent ni se confondre en une seule, ni rentrer les unes dans les autres. Elles s'appliquent toutes, y compris celle de la substance, à un terme commun qui est l'être. Et dans la réalité, un individu quel qu'il soit d'ailleurs. Mais l'être n'est pas le genre des catégories. Aristote l'a bien souvent répété. Les catégories ne sont pas des espèces de l'être, ce sont ses modifications. C'est là ce qui fait aussi que les catégories ne se communiquent point entre elles. Ainsi, le lieu ne peut pas se confondre avec la substance, car le lieu dit que l'être est dans une certaine partie de l'espace. La substance dit simplement ce qu'il est et non point où il est, et ainsi de toutes les autres. Je ne veux pas défendre la division des catégories telle qu'Aristote l'a faite. Doit-on en reconnaître seulement 10 ou doit-on en compter davantage? Celles qu'il énumère sont-elles bien distinctes réellement comme il le croit, ou quelques-unes ne sont-elles pas de simples répétitions, des doubles emplois? Cette discussion mènerait fort loin, et ce n'en est point d'ailleurs ici la place. Tout ce qu'il faut remarquer, c'est le principe général dont Aristote est parti. Ce principe est profondément vrai. C'est sur l'individu et l'individu seul qu'il faut construire les catégories. C'est à une observation patiente et exacte de la réalité qu'il faut les emprunter. Ces catégories bien faites nous fourniront sans aucune erreur possible les classes générales des mots que la proposition accouple, d'abord dans les relations mêmes, où la réalité les lui donne, et dont plus tard le syllogisme tire la science infaillible et éternelle de la démonstration. Cette grande théorie d'Aristote est en admirable accord avec l'esprit humain lui-même. Toutes les langues, sans en excepter une seule, des plus barbares jusqu'aux plus parfaites, ont instinctivement distingué les sujets et les attributs comme l'a fait le philosophe.
Cette distinction qu'impose la nature elle-même constitue le jugement, la proposition. Et les catégories représentent fidèlement, du moins en ce point le plus grave de tous, d'abord la nature et ensuite le langage tel qu'il a été donné à l'homme de le faire. Que dire maintenant de Bacon qui prétend que Aristote a voulu bâtir un monde avec ses catégories, que de ces catégories il a voulu faire sortir le monde, et qui s'écrie tout en se défendant de faire justice par la plaisanterie d'un homme investi suivant lui de la dictature en philosophie, citation, « Quelle importance y a-t-il à ce qu'on ait posé comme principe des choses la substance, la qualité et la relation ?» Et pensée et vue sur l'interprétation de la nature. Enfin, cet extrait de Novum Organum et de Pensée et vue sur l'interprétation de la nature. Que dire de Bacon qui ajoute que Aristote impose à la nature même ses opinions comme autant de lois et qu'il est plus jaloux en toute question d'imaginer des moyens pour n'être jamais court et alléguer toujours quelque chose de positif, du moins en parole, que de pénétrer dans la nature intime des choses et de saisir la vérité. Fin de citation. Que dire enfin de Bacon quand il avance qu'Aristote n'a jamais consulté l'expérience, pas plus pour sa dialectique que pour son histoire des animaux, et que, au contraire, après avoir rendu arbitrairement ses décrets, il tord l'expérience, la gauchit sur ses opinions et l'en rend esclave? Aristote a si peu voulu faire le monde avec ses catégories qu'il a fait au contraire ses catégories avec le monde, et la logique n'en est pas moins une œuvre d'observation et d'expérience que son histoire naturelle, sa météorologie ou sa politique. Bacon est aveuglé par la haine. Il est évident qu'il n'a pas compris ce qu'il attaque si faussement et qu'il appelle tout au plus ce que l'école nommait l'arbre de Porphyre, dont Aristote certainement n'est pas coupable.